S'il est une chose que l'humanité manie avec aisance, c'est bien l'art de faire la guerre. Au cours des dernières décennies, peu importe l'endroit, l'année ou la raison, des conflits ont eu lieu aux quatre coins du monde. Certains événements marquants ont révélé ce qu'il y a de pire dans la nature humaine, ce qu'il y a de plus révoltant, ou ce qu'il y a de plus fort. Des générations entières ont vécu dans la guerre. Certains naissent sous les bombes alors que d'autres ne voient jamais la paix. Alors, si nous nous distinguons par notre capacité à faire la guerre, qu'en est-il de notre capacité à faire la paix ? Bien plus qu'une simple absence de conflit, la paix permet à des peuples meurtris et des pays détruits de se reconstruire en profondeur et en unité. Cela doit être une avancée politique, sociale et économique profonde dans laquelle tout le monde doit y trouver son compte, hommes, femmes et enfants. Pour ce, il faut que tous les individus d'un pays en reconstruction participent à cette paix et aient leur mot à dire. Or encore aujourd'hui, les femmes, la moitié de la population mondiale, sont très souvent absentes des discussions de paix. Injustement ignorées dans de grands rôles qu'elles ont tenus et continuent à tenir pendant la guerre, la contribution à la paix est en fait surtout une affaire d'hommes. Depuis plus de 100 ans, les femmes se battent pour avoir leur place autour de la table des négociations lors des discussions de paix, sans quoi leurs droits sont ignorés et bafoués. Ce documentaire essaie de comprendre pourquoi la moitié de la population mondiale continue aujourd'hui encore de lutter pour avoir un siège autour de la table. Le 31 octobre 2000, au siège de l'ONU à New York, par 15 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention, la résolution 1325 est adoptée. Those in favor, please raise their hand. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 1325. Cette résolution est le tout premier texte légal issu du Conseil de sécurité de l'ONU qui impose aux différentes parties d'un conflit de respecter les droits des femmes et d'accroître leur participation au sein des négociations de paix afin d'assurer une paix plus stable, plus durable et plus équitable. Selon l'ONU, inclure les femmes dans les processus de paix augmente de 35% la probabilité que l'accord de paix dure plus de 15 ans. Dans cette résolution, les notions d'équité, d'égalité des sexes et de violence sexiste sont utilisées afin d'imposer un respect des droits des femmes dans toutes les situations conflictuelles ou en reconstruction de paix. Désormais, les impacts des conflits que subissent les femmes sont au cœur des préoccupations des Nations Unies. Cette résolution apparaît presque 55 ans jour pour jour après la création des Nations Unies, le 24 octobre 1945 à San Francisco. Pourtant, au moment de rédiger la charte fondatrice de l'ONU, des débats et des interrogations apparaissent concernant la place des femmes. Quels droits leur donner, comment les considérer, quel statut leur octroyer, pendant des semaines et des mois de discussions qui ont amené à la charte de l'ONU, la place des femmes dans la politique internationale a été fortement secouée. C'est une histoire peu connue que la chercheuse Fatima Sator nous raconte. Donc en fait en 1945, donc les Nations Unies ont été créées et à ce moment-là, il y avait plus de 50 nations, 52, qui ont envoyé tous leurs délégués pour signer la Charte des Nations Unies.
Et seulement 4 femmes étaient envoyées parmi plus de 600 délégués. Donc il y avait 4 femmes qui étaient envoyées par leur pays pour signer la Charte des Nations Unies. Et parmi ces 4 femmes, on avait les États-Unis, le Brésil, la Chine et puis la République dominicaine. Et seulement, en fait, parmi ces 4 femmes, seulement 2 se sont vraiment battues, mais très fort, pour l'inclusion du mot femme et du mot sexe dans la Charte des Nations Unies. Donc ça, c'est la charte. Et quand on regarde, par exemple, l'introduction, donc le préambule, eh ben, on a failli, en fait, enlever le mot femme dans le préambule. Ces 2 femmes, ce sont la diplomate et féministe brésilienne Berta Lutz, engagée très tôt dans sa vie pour la défense du droit de vote des femmes ainsi que pour leur libération intellectuelle, et la déléguée de la République dominicaine Minerva Bernardino, engagée elle aussi très tôt dans son pays pour combattre les inégalités de salaire entre femmes et hommes. L'article 8, donc, qui se trouve là dans la charte, est le premier article de loi internationale qui déclare que les femmes et les hommes sont égaux. En fait, ça dit qu'au sein des Nations Unies, femmes et hommes vont être traités de la même manière, vont avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits. Donc c'était vraiment la première fois dans un document de droit international qu'on arrivait à déclarer une telle chose. Ces femmes vont être confrontées à des difficultés importantes lorsqu'elles vont vouloir promouvoir l'intérêt des femmes dans la charte. De nombreuses anecdotes de l'époque permettent de prendre conscience de tout le chemin parcouru aujourd'hui et de l'évolution des mentalités. La diplomate brésilienne qui avait été invitée du coup par la diplomate américaine pour parler de la Charte des Nations Unies, qu'est-ce qu'on allait y mettre, qu'est-ce qu'on allait enlever. Et là, la diplomate américaine dit à la diplomate brésilienne, donc Berta Lutz, donc c'est vraiment à elle qu'on doit l'article 8 dans la Charte, qu'elle espérait que Berta Lutz n'allait pas mentionner le droit des femmes dans la Charte parce que ça serait quelque chose de très vulgaire à faire. Donc c'était quand même, c'était quelque chose de très gros. Et c'est vrai que Berta Lutz, à l'époque, avait eu des remarques. Donc elle était vue comme une féministe extrême. Donc voilà. Et puis après, je sais qu'il y a une anecdote assez sympa. C'était l'anglaise qui parlait à Berta Lutz, donc la diplomate brésilienne, et qui lui explique que l'Angleterre est très avancée au niveau des genres parce que la preuve, elle a été envoyée à San Francisco et d'ailleurs, elle faisait partie de la chambre de la reine. Et là, Berta Lutz lui dit non, ça prouve juste que toi, tu y es arrivé, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes y sont arrivées. L'histoire de la résolution 1325 ne s'est pas uniquement écrite en 2000. Si ce texte a mis près de 60 ans à naître, c'est bien parce que le travail à faire a été long. Historiquement parlant, ces femmes ont changé toute l'histoire du droit international, juste en arrivant à inclure le mot femme dans la charte. Il faut attendre le début des années 70 pour voir des mouvements féministes se créer progressivement et voir les mentalités évoluer. Entre 1975 et 1995, 4 grandes conférences mondiales sur les femmes sont organisées par l'ONU. En 1975, la toute première conférence internationale sur les femmes se tient pendant 2 semaines à Mexico. Le but est d'attirer l'attention du monde sur le besoin de promouvoir les droits des femmes. Il en ressortira un plan d'action composé de 3 objectifs. 1. Assurer une égalité complète entre les hommes et les femmes en éliminant la discrimination fondée sur le sexe. 2. Intégrer et faire participer pleinement les femmes au développement. Et enfin 3. Faire en sorte que la contribution des femmes à la paix soit plus importante. Cinq ans plus tard, en 1980, à Copenhague, la deuxième conférence sur les femmes est organisée.
Elle a pour but de revoir et examiner les objectifs de Mexico, et malgré le fait que tous reconnaissaient que d'importants progrès avaient été réalisés, un fossé apparut entre les droits théoriques des femmes et la pratique de ces droits. La cause à ce fossé était l'insuffisante volonté politique internationale, ainsi qu'une rareté des femmes au poste de décision. En 1985, la conférence de Nairobi marque la naissance d'un féminisme mondial, où de nombreuses ONG s'organisent et coopèrent afin d'adopter une nouvelle approche sur l'égalité homme-femme. Désormais, la participation des femmes au processus de paix est reconnue comme un droit légitime. De nouvelles mesures sont prises, parmi lesquelles celle de créer une égalité avec les hommes dans la vie politique et les processus de prise de décision. Dix ans plus tard enfin, en 1995, est organisée à Beijing l'une des plus grandes conférences mondiales de l'histoire. C'est le point culminant de 20 ans d'efforts. Pour la première fois, le concept de genre est introduit aux discussions, des centaines d'ONG se mobilisent et la société civile dans son ensemble s'organise. Cette coopération intense permet de mettre en avant de nouvelles feuilles de route. On adopte des thèmes inédits et modernes, comme la lutte contre les violences à l'égard des femmes, la place des femmes dans les conflits armés ou encore le pouvoir et la prise de décision. Cette conférence, considérée comme historique par son ampleur et son influence, a été la dernière étape avant l'adoption de la résolution 1325. Replonger dans l'histoire des premières luttes féministes permet ainsi de comprendre dans quel contexte est née la résolution 1325. Surtout, cela montre que si cette résolution a mis autant de temps à apparaître, c'est parce que le chemin à parcourir était très long et les défis très nombreux. Pourquoi un tel texte était-il devenu nécessaire ? Eh bien, parce que les femmes étaient largement exclues de toutes les discussions de paix des principaux conflits de la fin du XXe siècle. Ainsi, lors des guerres au Sierra Leone en 90, en Bosnie en 95, au Kosovo en 99 ou au Burundi en 2000, aucune femme ne fait partie des processus de paix. Or, reconstruire une société en excluant la moitié de sa population paraît très compliqué. Alors pourquoi les femmes sont-elles exclues de la table des discussions de paix ? Il y a d'abord un problème de crédibilité. Il y a peu de femmes dans ces discussions parce qu'il y a peu de candidates jugées crédibles. Avant 1325, l'exclusion des femmes de la table est affaire courante puisqu'il n'y a quasiment que des hommes qui négocient. Ensuite, il y a un problème de sexisme permanent. Les enjeux liés aux droits des femmes ne sont pas pris au sérieux parce que les accords de paix sont perçus comme neutres et de ce fait pas besoin d'y mentionner les femmes. Pire, dans certains cas, elles sont vues comme non importantes. Et enfin, un problème de pratique. Les croyances et les mœurs de certaines sociétés empêchent de voir la paix comme un enjeu dans lequel femmes et hommes doivent y trouver leur compte. Et ainsi, puisque les hommes sont généralement ceux qui engagent le conflit et qui se battent au front, alors ce sont les seuls qui se voient comme légitimes pour discuter de la paix. Tous ces problèmes ont pour même conséquence de ne permettre à aucun accord de paix de reconstruire une société durable, équitable et égalitaire dans laquelle les droits des femmes sont respectés. Depuis 2000, les conflits ont continué, les accords de paix se sont succédés, mais où en est-on aujourd'hui 20 ans après ? Où en est la résolution 1325 ? Les femmes sont-elles plus nombreuses autour de la table ? Y a-t-il des succès ou au contraire des échecs ? Où en est l'ONU et la communauté internationale ? Afin de répondre à ces questions, on peut se référer aux témoignages de personnes directement impliquées dans la défense des droits des femmes, ce qui permet de saisir les évolutions ou problèmes qui persistent aujourd'hui. Julienne Lusenge est une activiste de la République démocratique du Congo très engagée envers les femmes victimes de violences et d'exclusion politique. Le 13 octobre 2015, elle fait une intervention remarquée au Conseil de sécurité de l'ONU dans laquelle elle dresse son constat de la résolution 1325, 15 ans après son adoption. Aujourd'hui, 15 ans après l'adoption de la résolution 1325, 7 ans après ma première présentation devant vous, je suis encore ici. J'ai beaucoup réfléchi avant de venir.
je me demandais s'il fallait vraiment venir. Cette résolution 1325, pleine d'espoir, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des femmes, nous femmes, dans la situation de conflit? Yanar, Allah et moi, nous venons de régions différentes, de situations différentes, mais nous partageons les mêmes expériences, l'exclusion des femmes dans la vie politique, sociale et économique. Et voilà justement pourquoi il n'y a pas de changement. Les femmes doivent être incluses dans tous les niveaux de décision et de processus de paix. Si nous voulons, et si vous voulez, une paix durable et la sécurité mondiale. Monsieur le Président et membres du Conseil de sécurité, vous devez sérieusement et définitivement, enfin, inclure les femmes dans toutes les étapes du processus de paix, que ce soit au niveau des femmes du village et au niveau des femmes gouvernementales. Il n'y aura jamais de paix durable sans la participation des femmes. Après 15 ans de bonnes intentions, il est grand temps maintenant de donner aux femmes l'autorité, les outils avec lesquels elles peuvent construire un monde meilleur pour tout le monde. 5 ans après cette intervention, Julienne Lusenge fait son état des lieux de l'intégration des femmes au processus de paix dans le cadre des nombreuses années de conflits qui ont ébranlé le Congo. Oui, par rapport à la résolution 1325, nous voyons une évolution timide. Parce que cette résolution, nous, en tant que femmes activistes, nous avons bien vraiment cru et nous l'utilisons comme notre outil de travail pour réclamer notre participation politique et même dans les négociations de paix. C'est un résultat mitigé. On n'est pas arrivé. Il n'y a pas assez de femmes dans les missions des Nations Unies comme Casque Bleu. On n'a pas assez de femmes dans les postes de responsabilité et on ne voit pas la bonne volonté des gouvernements, des États membres des Nations Unies, utiliser cette résolution pour mettre les femmes à la place qu'il faut. Et même quand il y a des négociations de paix qui sont organisées par les Nations Unies, c'est rare de voir qu'on envoie une femme chef de cette mission-là. Donc, il faut que les Nations Unies donnent l'exemple. Les Nations Unies doivent donner l'exemple et aussi demander aux États de mettre en œuvre la résolution 1325. Beaucoup ne connaissent même pas cette résolution. Et donc, ce n'est même pas diffusé, ce n'est même pas vulgarisé, ce n'est même pas connu. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une résolution qui est gardée dans les tiroirs? Nous avons plus de 20 ans de guerre et il y a eu plusieurs négociations de paix. Et chaque fois, les femmes devaient forcer la porte pour parvenir à entrer une femme ou deux femmes. Ce n'est pas normal. Une fois, quand il y a eu une négociation de paix avec les M23, les femmes ont demandé de participer. Mais les Nations Unies nous ont répondu quoi? Il n'y a que deux parties prenantes dans ce conflit. Il y a les M23, il y a le gouvernement. Et vous devez vous classer parmi les deux. Soit vous êtes gouvernement, soit vous êtes groupe armé M23. Et nous, on a dit non. Nous, on est composante femme. Nous voulons avoir notre place. Non, on n'a pas eu la place. Entre avril 2012 et novembre 2013, plusieurs combats ont lieu entre l'armée congolaise et des groupes rebelles appelés M23 dans le nord-est du pays. Cette rébellion s'inscrit dans une continuité de plusieurs années de conflits que subit la RDC depuis des décennies. En novembre 2013, des accords de paix sont signés entre gouvernement et rebelles à Nairobi, au Kenya. Mais les femmes ont forcé pour aller à Nairobi, rester dehors avec des banderoles, avec nos messages. Et personne ne s'occupait de nous. Ce sont les autres femmes kenyanes qui sont venues nous chercher le logement, à nous donner à manger. Et donc, même les Nations Unies ne respectent pas la résolution 1325. Sur le terrain, la mise en place de la résolution 1325 est compliquée. Les femmes peinent à participer aux négociations de paix et parfois, ni les Nations Unies ni les États membres ne semblent vouloir les aider. L'exemple de Julienne Lusenge n'est pas un cas isolé. Dans de nombreux autres conflits actuels, les femmes sont exclues des négociations de paix. C'est le cas en Syrie et au Yémen par exemple. Là-bas, obtenir une place autour de la table est un vrai parcours du combattant.
À la suite des mouvements du printemps arabe en 2011, la Syrie sombre peu à peu dans la guerre civile. Le régime syrien, dirigé par Bachar al-Assad, est opposé aux rebelles décidés à mettre fin à des années de dictature. En 8 ans, le conflit aurait causé la mort d'environ 1,5 million de personnes selon l'ONU et déplacé près de 6 millions d'individus. À partir de 2012, la communauté internationale se mobilise afin de rétablir la paix sans succès. En janvier 2014 se tient Genève 2, la deuxième session de discussion officielle pour la paix en Syrie, organisée par l'ONU et qui regroupe les principaux acteurs du conflit. Aucune femme n'y est présente. L'exclusion des femmes des discussions officielles est en partie compensée par la création en 2016 d'un conseil consultatif des femmes à l'initiative de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. Composé de 12 activistes syriennes, son but est de conseiller l'envoyé spécial et de s'assurer que tous les sujets figurent sur l'agenda des discussions en proposant des solutions et des stratégies qui intègrent la notion de genre. Toutefois, la création de ce conseil n'est pas la solution miracle. The first ever was established, and it comprises of 12 independent members of civil society from diverse backgrounds. And ever since its establishment, it has been consulting regularly with the Special Envoy for Syria. So that's been really major, and I mean, they've been playing a really major and vital role to bring women's voices to the table. However, I'm saying to the table, I mean, as I mentioned earlier, unfortunately, Syrian women have been excluded from the formal negotiation table. En effet, si ce conseil a bien donné une voix aux femmes, il ne leur a pas donné un siège à la table officielle des négociations de paix pour autant. Because even looking at the mediation effort at the time, it relied on shuttle diplomacy, where you have the envoy going from one party to the other, and not so much in terms of the two parties meeting with each other and having negotiations or discussions facilitated by the envoy in that sense. Les femmes ne sont donc pas intégrées à la table, c'est l'envoyé spécial qui s'y rend en faisant la navette entre chaque partie prenante. Surtout, ce conseil manque de lien avec le terrain, le local, où les femmes syriennes ont des besoins particuliers qui ne sont pas défendus lors des discussions officielles. And help them negotiate very complex and challenging issues in that, relying on their local knowledge of the context, relying on their individual collaborations and networks, but also relying also on their expertise on managing public life and political processes and advancing a specific agenda relating to gender equality, peace and security, and broader women peace and security agenda. La situation en Syrie est donc claire. Les femmes ne sont pas intégrées dans les processus de paix. La seule solution trouvée est celle du conseil consultatif qui, bien qu'il n'intègre pas les femmes autour de la table, a pour seul avantage de leur donner une voix. Peut-on espérer une amélioration de l'inclusion des Syriennes dans les discussions de paix à l'avenir ? Seul le temps le dira, la guerre étant toujours en cours. Alors, existe-t-il malgré tout des exemples de succès où les femmes sont parvenues à s'asseoir autour de cette table ? Eh bien oui, et il faut aller voir du côté de la Colombie pour le constater. Entre 1958 et 2016, le pays a connu un des plus longs conflits du monde. Une guérilla opposait plusieurs factions, dont les FARC pour les plus connus, avec le gouvernement colombien. En 50 ans, plus de 220 000 personnes perdirent la vie, dont une très large majorité de civils. L'intimidation, la terreur, la violence sexuelle et psychologique ou encore l'épuration sociale étaient employées comme tactique de guerre. Les femmes et les filles ont particulièrement subi la violence, la prostitution ou encore le travail forcé. En 2012, les négociations de paix s'ouvrent enfin. Lorsque les premières discussions s'ouvrent à La Havane, aucune femme n'est présente parmi les négociateurs. Leur intégration s'est faite progressivement au cours des 4 années suivantes, avec l'aide de la société civile, d'ONG et le soutien d'acteurs internationaux comme l'ONU ou de projets locaux. Des mouvements et des initiatives sont créés comme le groupe Les Femmes pour la Paix qui réussit à rassembler 8000 femmes en 2013 afin de demander leur intégration au cœur des négociations. Grâce à cette mobilisation, la présence des femmes à la table augmente progressivement. En 2014, tous ces efforts et cette pression furent récompensés par la création d'une sous-commission sur le genre
un comité consultatif composé de 10 membres, 5 des FARC et 5 du gouvernement. Un seul de ces membres était masculin. Cette commission permettait d'aborder des sujets sensibles tels que les violences subies par les femmes ou leur future participation à la vie politique du pays. Et surtout, c'était un lien direct avec les négociations officielles qui se tenaient à La Havane. La commission envoyait des délégations composées de victimes du conflit, hommes ou femmes confondus, afin d'aller témoigner directement des vies subies. That has tremendously influenced how sort of the peace agreement dealt with victims and also how legislation afterwards for the Constitution in its amendment deals with victims and gives them different perspectives and rights. Par ces délégations, les femmes pouvaient faire entendre leurs revendications et s'assurer qu'elles soient prises en compte dans l'accord de paix final. Sur les 5 délégations envoyées à La Havane, 60 victimes témoignèrent, 36 femmes et 24 hommes. Contrary to most peace process in the past, in history, women actually played a really big role in the Colombian peace process. And what we have seen because of their inclusion, the peace agreement actually addresses a lot of issues that are particularly faced by women. So, for example, the peace agreement also speaks about remedies and reparation and justice for survivors of sexual and gender-based violence in conflict. But it also talks about women's participation in decision-making bodies going forward, and also talks about land restitution and land rights. Enfin, en août 2016, les deux parties signent l'accord de paix tant espéré et mettent un terme à 50 ans de conflit. Cette paix n'est pas parfaite, mais par sa sous-commission sur le genre, elle parvient à être inclusive et réussit à offrir un siège autour de la table aux femmes colombiennes. Avoir un siège autour de la table n'est donc pas chose impossible. C'est compliqué, et même si la résolution 1325 n'est pas parfaitement appliquée dans toutes les négociations de paix, elle a au moins le mérite de libérer la parole des femmes et de les motiver à s'exprimer pour décider de leurs droits et de leur avenir. Que les femmes obtiennent un siège autour de la table ou qu'elles en créent un au travers d'initiatives locales dépend des conflits, des sociétés, des mœurs et de l'histoire. Le chemin est encore très long, mais il faut reconnaître les succès comme celui en Colombie afin de persévérer. Le travail est encore très difficile, surtout dans un contexte global où les droits des femmes sont questionnés et où leur place dans les instances politiques nationales et internationales ne sont qu'exceptions et non règles. Alors, faut-il tomber dans le pessimisme? Doit-on tout changer? Ou au contraire, faut-il être optimiste et espérer de l'avenir toujours plus d'inclusion des femmes au cœur des négociations de paix, sans quoi ni leurs droits, ni leur vie ne sont assurés? Bon, je pense que dire que nos droits vont disparaître, je ne crois pas. Nous avançons. Timidement, mais nous avançons. Et nous arrivons à créer des réseaux plus larges et de nous exprimer à tous les niveaux. Et même les femmes qui sont dans les villages reculés, elles revendiquent leurs droits. Donc je me dis, dans 5-10 ans, on va avancer plus que ça. Ça ne va pas disparaître, on va plutôt avancer. Parce que les femmes ont acquis des compétences, elles continuent à apprendre, elles continuent à chercher à apprendre davantage. Et les jeunes filles aussi sont en train de s'impliquer dans cette lutte. Et donc pour moi, on va avancer. On va avancer. Parce que quand je vois les femmes des villages lointains dans le Congo, à la République démocratique du Congo, des femmes qui n'arrivaient pas à parler, qui ne pouvaient pas se lever le matin, elles vont dans leur champ et puis rentrent à la maison préparer la nourriture. Aujourd'hui, ces femmes sont capables de se lever, de se mobiliser en masse, sans la présence des femmes, soi-disant des leaders qui connaissent, qui ont étudié ceci. Ces femmes-là se libèrent pour aller devant le maire, devant le chef de collectivité, pour réclamer leurs droits, pour dénoncer des taxes excessives, pour dénoncer ceci. Donc, moi, je me dis, on a avancé. Parce qu'avant, c'était l'histoire de quelques femmes qui ont étudié, qui sont en train de parler des droits des femmes. Mais aujourd'hui, c'est chaque femme là où elle est, elle peut dire non. Il y a des femmes qui dénoncent même les viols commis par leur mari sur leurs enfants et qui font arrêter leur mari. Et donc, on a avancé. On a avancé. Et même les femmes musulmanes qui acceptent aujourd'hui de venir dans les réunions, de parler
Donc moi je me dis, on a avancé, on ne recule pas, on avance. Et on va continuer à exiger que les Nations Unies mettent réellement en pratique la résolution 1325. Ouais. Bon, écoutez, moi je pas d'autres. Ok. Très bien, merci beaucoup. Despite the challenges, I think there have always been challenges also in the past. I mean, we can see them today, but I think they were there also 10 years ago, or maybe in a different form or way. But I think we also really have, I remain really optimistic because I think we have to acknowledge achievements that have been made and the progress that has been made. And yeah, recognizing that there's still more to be done. But as UN Women, we stand ready for that challenge, and we will continue advocating for the inclusion of women in peace processes, but also broader, of course, women's rights. And just these new forces we will find ways to make sure that women's rights are being addressed and strengthened.